Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Clarisse Bérébi, je suis cofondatrice d'Ether et nous sommes là pour vous faire un retour d'expérience sur la problématique de financement de l'innovation sociale à impact. Ether étant un cabinet de conseil en stratégie d'innovation sociale à impact et nous travaillons notamment sur les problématiques de financement puisque nous accompagnons nos clients pour structurer et piloter des cellules de recherche et d'innovation et nous leur permettons de financer ces cellules de recherche via le crédit d'impôt recherche, ce qui est assez méconnu puisque le crédit d'impôt recherche est souvent utilisé pour les sciences dures, notamment la tech évidemment, mais également tout ce qui est pharmaceutique, métallurgie, etc., mais rarement pour les sciences humaines et sociales. Et donc là, nous allons travailler sur ce retour d'expérience. Nous avons la chance d'avoir un panel de qualité d'invités que je vais vous présenter rapidement et qui évidemment nous présenteront leurs organisations. Donc Elsa D'Acosta, Ashoka France, qui accompagne les entrepreneurs sociaux engagés et qui met en lumière les difficultés à accéder à des financements proportionnés pour chacun de ces entrepreneurs sociaux. Donc on en reparlera dans quelques instants. Théo Skubla, Each One, qui a structuré une démarche d'inclusion, notamment en R&D SHS dans son entreprise et qui dirige Each One, qu'il vous présentera. Laurence Lavitte, directrice RSE de NGE, qui développe une stratégie d'innovation sociale dans une entreprise du BTP. Riyad, qui est là, Boulanoir, mon ami poteau, qui nous présentera tout à l'heure cette entreprise et qui est le fondateur de Nickel et qui aujourd'hui a créé Mon Ami Poto. Et Georges Badevant pour l'entreprise DIFT, qui conçoit des outils technologiques pour aider les associations à piloter leur impact. Donc, on va les laisser présenter leurs organisations et puis on vous posera quelques questions ensuite. Donc, Elsa, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter Ashoka France ? Je vais essayer d'être rapide. Ashoka France, c'est la branche française d'une organisation internationale qui s'appelle Ashoka, qui existe depuis plus de 45 ans maintenant et qui est à l'origine en fait de l'entrepreneuriat social dans le monde et qui l'a déployé dans près de 93 pays aujourd'hui et qui fait d'ailleurs 4000 entrepreneurs sociaux dont certains sont évidemment un peu partout disséminés aujourd'hui et qui en fait les accompagne financièrement pendant 3 ans après un process d'identification qui est vraiment un peu comme The Voice, pour être très honnête. Il y a beaucoup d'étapes et c'est très compliqué de devenir fellow Ashoka pour plein de raisons. Et puis qui ensuite leur donne l'opportunité d'être accompagnés à vie, aussi bien avec des partenaires pro bono, mais rien qu'en ayant aussi le label Ashoka, ça ouvre des problématiques de financement beaucoup plus importantes et intéressantes, et notamment de travailler main dans la main avec les entreprises qui vont devenir aujourd'hui un pôle assez crucial de financement pour les associations dont les fellow Ashoka font partie. Oui, c'est clair ce que je vous ai raconté ou pas? C'est important, merci. Tu nous disais tout à l'heure que chez Ashoka, c'est essentiellement des entrepreneurs sociaux qui sont non-profit. De façon générale, quelles sont aujourd'hui les difficultés de financement qui sont rencontrées et qu'est-ce que tu peux nous partager sur ces questions? Déjà, je voudrais juste réagir sur un terme que j'ai entendu sur l'introduction. Je l'ai noté parce que je me suis dit je vais oublier sinon. On a parlé d'innovation sociale à impact, mais est-ce qu'il y a d'innovation sociale qui n'est pas à impact? Oui, tu as raison. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pour en rajouter un peu. C'est un pléonasme. Ouais, sauf que je pense que c'est important les mots, surtout en ce moment, en fait, qu'on soit bien clair que quand on parle d'innovation sociale, elle est forcément drivée par une volonté d'impact, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, c'est même sociétal, puisque aujourd'hui, on englobe aussi la partie environnementale et sociale. Pareil, un entrepreneur social est engagé. C'est pas un entrepreneur social engagé. Si on n'arrête pas de mettre des adjectifs, en fait, on va finir par se perdre complètement dans ce qu'on est en train de raconter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à ne pas avoir de financement régulièrement. Donc, pour revenir à cette question-là, quand on a la chance de travailler avec des entrepreneurs qui ont choisi délibérément d'avoir un statut associatif, je te laisse imaginer ce que ça signifie aussi comme nécessité d'aller régulièrement chercher des financements. Déjà, premièrement, par la représentation que drague souvent le tissu associatif, d'être soit sous perfusion étatique, soit de vivre que de la charité du grand public, quand on n'arrive pas à mesurer la réalité de l'impact sociétal qu'ils peuvent avoir sur l'inclusion, sur les changements de représentation, notamment des publics migrants, mais on en parlera certainement avec Théo, puisque c'est un grand sujet aussi de Each One et de Singa, pour ne citer que des grands faiseurs sur cette partie-là, mais c'est aussi transformer les pratiques pédagogiques, c'est aussi s'interroger sur les droits de la nature comme faisant partie intégrante du droit de l'environnement aujourd'hui. Donc c'est vraiment des transformations majeures de société, et l'une à laquelle je pense aujourd'hui particulièrement, c'est le service civique. C'est Unicité, c'est Marie Trébuchan, il y a 35 ans, qui revient d'outre-Atlantique et qui se dit, il faut créer un moment où
des jeunes comme ça qui ne sont pas exposés à ce que peut être l'intérêt général puissent avoir une première expérience qui va être formatrice pour que cette culture de l'engagement, elle existe à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, c'est une politique publique en fait. Donc, c'est extrêmement important de se dire que il ne faut pas qu'on démantèle en fait ce genre d'acquis sociaux qui sont fondamentaux et dont on peine, et tu avais raison de le souligner, parfois à montrer la réalité opérante parce que c'est tellement disséminé. C'est de l'impact indirect majeur. Et ce sujet-là d'inclure les sciences sociales justement dans la mesure de l'impact doivent se faire mais de manière longitudinale. Je prends un dernier exemple, après j'arrête. Bien sûr. Un truc que j'ai trouvé hyper important je crois que c'était il y a 4-5 ans, j'écoutais Inter et j'apprends qu'il y a une super expérimentation qui est montée dans un Länder en Allemagne pour mesurer s'il peut y avoir un impact significatif du revenu minimum qu'on pourrait donner. C'était la fameuse marotte de Benoît Hamon quand il était candidat au présidentiel. Et on se disait à chaque fois, n'importe quoi, on va vivre dans un pays d'assistés, c'est fantastique, ça va être l'horreur. Bref, n'empêche qu'il y a un Länder en Allemagne qui a décidé de faire une étude longitudinale sur 9 ans. En se disant, voilà, on va prendre 2 échantillons de population, des gens à qui on va donner ce revenu minimum et des gens qui ont les mêmes caractéristiques sociologiques à qui on ne donnera pas. Eh bien, récemment, cette étude est sortie, on sait, 5 ans après, 6 ans après minimum, si ça a créé ou pas une logique d'assistanat. Eh bien, pas du tout, au contraire, ça a même développé une grosse partie du tissu économique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse avoir le temps de mesurer concrètement les impacts sur la société. Et comme on est dans une course à l'échalote, avec aussi beaucoup de nos politiques qui ne sont pas issus du terrain et qui ne comprennent pas ces impératifs-là, et qui regardent les choses avec l'IA, mais de manière très déshumanisée, alors que ça peut nous apporter beaucoup de choses, l'IA aussi en mesure d'impact indirect. Ils regardent ça avec des colonnes Excel en disant bon, voilà, il y a trop d'argent, pas assez, etc., sans voir le gain que ça apporte aussi en conséquence après sur notre tissu économique. Voilà. Merci. Au revoir. Non, n'exagérons rien. Comme dirait l'autre. Ce que j'ajouterais, c'est que nous, on parle d'innovation sociale et innovation impact parce qu'on distingue. L'une peut aller sans l'autre, Enfin, tu as raison, c'est difficile de faire de l'innovation sociale sans vouloir avoir de l'impact, mais l'inverse est peut-être vrai. Tu peux avoir une innovation impactante qui n'est pas forcément sociale. Donc voilà, il y a tout un tas de questions. Mais je suis d'accord, on a un peu tendance à mettre les mots les uns derrière les autres. Alors Théo, je voudrais d'abord que tu présentes Each One et ensuite je te poserai une question. Pardon. Moi, je fais des bêtises. Je sais pas lequel je prends. Les deux. Bonjour à tous. Je m'appelle Théo. J'ai fondé il y a près de 10 ans maintenant une entreprise qui s'appelle Each One et qui est née avec cette conviction assez simple, c'est que quelle que soit leur origine, quelle que soit leur qualification, quel que soit leur âge, les personnes réfugiées, les personnes qui viennent d'arriver en France représentent un potentiel dont la société a rarement pris la mesure. Et notre mission d'entreprise, c'est de former et d'accompagner les personnes réfugiées vers un emploi durable d'une part, et d'accompagner des entreprises d'autre part dans le recrutement de ces personnes qui les rendent plus fortes en tout point, en étant un acteur autant de la formation, préalablement à l'embauche des personnes, de l'accompagnement, parce qu'il faut considérer les individus dans leur globalité, et la motivation, les compétences c'est une chose, mais une personne qui n'a pas le budget et qui n'a pas qui ne peut pas régler ces questions de logement ou de garde d'enfants, c'est une personne qui ne peut pas rester en formation, rester en emploi, et accompagner bien sûr les entreprises de manière très approfondie pour qu'elles prennent le sujet véritablement comme un investissement économique autant que social, qui leur permet de traduire aux différentes strates aussi opérationnelles cette action en effet et de manière plus que symbolique, la plus grande échelle possible. Voilà. Aujourd'hui, on travaille avec près de 70 grandes entreprises. On a accompagné 5000 personnes en emploi. Et aujourd'hui, notre principal défi, maintenant qu'on a une preuve de concept et un premier passage à l'effet. Ils ne sont pas assis sur une chaise, vous devez sortir s'il vous plaît. Pour la sécurité incendie, on a l'obligation de respecter le nombre de personnes. Il reste des chaises devant. Il reste des chaises ici. Deux chaises ici. Voilà. Deux chaises ici. On peut partager, nous. Voilà. Sinon, c'est sur les genoux. Hein. On peut partager des chaises aussi si vous voulez. Voilà. Vous les prenez sur les genoux. Ceux qui veulent partager une chaise, levez la main. D'accord, merci. Pas de problème. Ça fait toujours mal au cœur de virer les gens Bon. au moment clé. Désolé. Hein. Moi qui étais en train de parler On a d'inclusion, ça gardé la fout une mal vidéo. là. Hein. C'est le happening du CESE. On vous enverra une vidéo, c'est promis. Pas de problème, là, c'est comme ça, la sécurité d'abord. Hein. Vas-y Théo, désolé pour le
Bref, tout ça pour dire que avant que tout le monde, effectivement, voilà, je parlais des entreprises et je parlais aussi voilà de notre défi plus général qui est de permettre à chacun de trouver sa place. Effectivement, pour ce faire, on n'y est pas encore. Et le défi, c'est d'aller maintenant convaincre plus encore des entreprises pour qu'elles aient bien cette vision multiple de la question qu'on traite, à savoir qu'elle est sociale, qu'elle est économique, qu'elle est territoriale, et qu'elle peut être traduite et conjuguée de plein de manières. Voilà, donc on est en chemin et en développement territorial sur les prochaines années, plus encore. Alors ma question, Théo, c'est, je connais ton parcours très bien évidemment, mais peux-tu partager effectivement toutes les problématiques de financement que tu as pu rencontrer justement dans ce chemin d'entrepreneur social et effectivement comment tu gères tout ce travail d'expérimentation, hein, puisque c'est ça, et donc de recherche autour de ces questions? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est, si je peux schématiser, moi j'aime bien dire que notre métier, c'est de rapprocher des mondes. On travaille avec des grands groupes d'un côté, qui ne comprennent généralement pas grand-chose, mais sans culpabilisation, des personnes qu'on accompagne, mais sans jugement, hein, vraiment, je dis ça très sérieusement. On a des personnes qui ont besoin de repères dans la société qui viennent d'arriver, et à côté, des partenaires publics, financeurs, qui ne sont pas nécessairement bien connectés au monde économique, qui ont aussi leur biais, et qui ne savent pas forcément comment accompagner des publics avec des besoins spécifiques. Bref, on a trois grands mondes, trois grands pans de la société, public, privé, et des individus éloignés de l'emploi, qui se parlent pas. Et nous, on est des traducteurs au milieu de tout ça. On met en lien les personnes, bien sûr, on forme les personnes, etc. Mais notre rôle, c'est de faire le lien. Et donc, dans ce cadre-là, pour pouvoir être efficace, bien former et bien permettre le retour à l'emploi, de manière intrinsèque, on doit se poser des questions de l'ordre de recherche et d'innovation sociale sur quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure construction, quels sont les meilleurs process, quel est le meilleur chemin, quelles sont les meilleures ressources à déployer pour que cette réussite qui n'a pas nécessairement lieu, que ce potentiel qui s'exprime pas nécessairement quand on lui donne pas la voix, puisse s'exprimer dans l'économie et pour la société avec un bénéfice gagnant-gagnant pour tous. Donc déjà, cette question, elle est intrinsèque chez nous. Le sujet, c'est, et ce qu'on a fait effectivement avec Ether, ça a été de prendre du recul sur ce sujet, et ça plus, je dirais, d'un mérite. La première chose, c'est qu'en prenant du recul sur le sujet, on arrive mieux à formaliser et formuler les questions auxquelles on doit répondre en tant qu'entreprise, et donc on arrive mieux à y répondre. La deuxième chose, c'est que en prenant du recul sur notre démarche d'innovation, de recherche, j'ai écrit un livre il y a 2 ans, on a écrit aussi des mémoires, des papiers de recherche. Ce sont autant d'éléments qui permettent non seulement d'ancrer, de développer, d'apporter de la profondeur à la mission de l'organisation, mais aussi de libérer des problématiques ou plutôt des opportunités économiques. Et ce levier, il est très important, c'est ce que tu soulignais effectivement à l'introduction, c'est que grâce à ce travail de formalisation, qu'on a commencé il y a longtemps, on a pu aussi valoriser un travail d'innovation sociale et d'économie pour l'État, notamment, qui nous permet aujourd'hui d'être et d'avoir des financements au titre du crédit impôt recherche en tant qu'acteur qui fait de l'innovation sociale et pas forcément de l'innovation technologique. Ce qui est fort là-dedans, c'est que les montants sont conséquents. Et en tant qu'entreprise qui innove socialement, on est une entreprise qui porte mécaniquement beaucoup plus de coûts que des entreprises qui se posent pas nécessairement la question, parce que innover, c'est un coût. Accompagner des personnes plus loin que ce qu'on fait habituellement, c'est un coût. Ce sont des moyens qu'on déploie. Et le CIR permet effectivement d'assurer et de financer une partie de cela de manière assez innovante et en plus récurrente d'une année sur l'autre. Mais surtout qu'il n'y avait pas d'autres financements. Et surtout qu'il n'y avait pas d'autres effectivement financements dans ce cadre-là, comme tu le soulignes. C'est qu'aujourd'hui, on a des financeurs qui sont, soit on est financé dans le cadre de notre modèle économique en tant qu'organisme de formation, soit on est financé par une partie de nos entreprises partenaires, mais c'est plus anecdotique, soit on est financé par des financeurs et des fondations qui nous aident via notre fonds de dotation, et il y en a dans la salle. Salut Thomas. Et effectivement, la difficulté pour nous, c'est de multiplier et d'hybrider notre système de financement pour qu'on s'assure de tenir tout le temps qu'il faut, jusqu'à qu'on soit une entreprise bien rentable, et j'aime bien le souligner, c'est-à-dire une entreprise bien indépendante et qui peut tenir sur ses 2 pieds. Aujourd'hui, on ne l'est pas.
Et donc pour ce faire, et le temps d'atteindre la taille critique qui nous permettra d'être encore plus solide en tant qu'acteur et d'avoir encore plus d'impact, et bien, il faut trouver des solutions. Et voilà une solution qui est très puissante, qui est le CIR. Et peut-être un chiffre que j'aimerais souligner. Tu parlais, Elsa, de temps long et de temps mesuré. Nous, il y a un chiffre qu'on a toujours du mal à faire valoir et pourtant qui est aussi au cœur de l'innovation sociale, c'est les économies pour le temps. On a réussi à montrer que chaque fois qu'on dépense 1 euro aujourd'hui en tant qu'entreprise, on fait économiser sur les 5 ans qui suivent 4,30 € à l'État. C'est très simple parce qu'on met des personnes en emploi, en CDI, en CDD long, en alternance, on arrête des minima sociaux, des personnes passent du logement temporaire vers le logement durable, le pouvoir d'achat augmente de 44%. Bref, autant de choses qui font que la société gagne en réalité plutôt que ne supporte un coût quand elle travaille et quand elle investit sur le sujet. Et ça, c'est difficile à faire valoir. Et le travail d'innovation sociale, il est aussi là pour apporter de la profondeur et de la matière pour qu'à long terme, on se donne quelques coups d'avance. Merci pour ce témoignage. Laurence, je vais d'abord te laisser, comme chacun de nos invités, présenter NGE. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter NGE, qui est un groupe qui essaye de comprendre, pour reprendre Théo, et qui, je pense, est plutôt bien équipé et impliqué, justement. Donc nous, on a un groupe de bâtisseurs. Voilà, c'est mieux. Ouais, voilà. Donc on a un groupe de bâtisseurs d'infrastructures essentiellement, leader en France de tout ce qui est infrastructure autour des métiers de l'eau, du rail et des terrassements. Et quand on bâtit, notre ressource première, ce sont les femmes et les hommes. On a aujourd'hui, l'acte de bâtir, il évolue dans un monde qui est extrêmement fluctuant. Alors il est fluctuant évidemment par les enjeux qu'on connaît et qui transforment les usages et les besoins des citoyens et donc qui transforment les infrastructures que nous, on doit construire ou rénover, c'est la première des choses. Et notre monde à nous, il est fluctuant également parce qu'on est dans une entreprise qui grandit. Les besoins augmentent, l'entreprise grandit. On a doublé notre chiffre d'affaires en l'espace de 5 ans, on a doublé nos effectifs en l'espace de 5 ans. On est aujourd'hui à un peu plus de 23 000 collaborateurs et on recrute un peu plus de 5 000 collaborateurs par an de tous horizons. Et donc, on a une mixité sociale à l'intérieur de notre entreprise qui est le reflet de la société finalement et assez impressionnante. Et tout ça dans donc un contexte nouveau qui nous oblige en permanence à acquérir des nouvelles expertises, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers et qui finalement nous permet de nous positionner un acteur avec une force capacité d'adaptabilité pour répondre aux enjeux qui sont aujourd'hui autour de nos métiers, aussi bien économiques qu'éthiques, que sociaux, que environnementaux, et j'en passe. Et notre politique, depuis toujours chez NGE, ça a 20 ans, ça a été effectivement centré sur l'humain, comme je le disais, c'est notre première ressource. Et l'innovation sociale chez nous, en tout cas, telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est pour nous un levier d'être dans l'action. Quand on parle de RSE, on a toujours des grandes intentions, des grandes incantations. Pour nous, l'important, c'est d'être dans l'action et non pas dans l'incantation. Et l'innovation sociale, en tout cas, c'est comme ça que moi je la vis et que je la mets en avant dans notre entreprise, c'est un moyen de démontrer qu'on est dans l'action et qu'on est au cœur du changement. Parce que, vas-y. Non, j'allais te poser une question, oui, juste pour ajouter. Donc, je sais aussi, pour bien vous connaître, que vous avez, la place de l'innovation sociale est très importante chez NGE, mais effectivement, la question du financement est assez récente et qu'elle a changé aussi la façon dont vous abordez l'innovation sociale dans l'entreprise et de façon assez positive pour toi comme pour tes collaborateurs. Donc, je voulais que tu en partages un peu sur cette question. Dans le milieu du BTP, c'est un monde d'ingénieurs. Et donc, on valorise la tech, la technologie qui, chez nous, est souvent liée aux matières, aux procédés, aux process, aux matériaux, au matériel. Donc, en fait, depuis qu'on fait du CIR et qu'on est dans cette démarche-là, ça fait un peu plus de 10 ans, on était complètement focus sur la tech. Et finalement, avec ce que je viens de vous dire sur quelle était notre première ressource, quelle était notre vocation, c'était pour moi antinomique. Et donc, c'est finalement, on ne valorisait pas tous les investissements que l'on faisait autour de la transformation
des savoirs et des savoir-faire, la transformation des comportements qui accompagnent la transformation des matières, des matériaux, des matériels. Et donc, on a réalisé ça il y a peu, puisque je fais un retour d'expérience de l'année que l'on vient de passer, accompagné par le cabinet Ether, qui nous a fait prendre conscience de cette valeur ajoutée que l'on avait, qu'on n'avait pas forcément valorisée. Et on est là, au bout d'1 an, en train de revoir complètement le concept. Et ça va devenir, et c'est tout le sujet de mon témoignage, c'est que c'est aujourd'hui naturel de valoriser toutes nos initiatives et on se rend compte que finalement elles rentrent dans le processus du crédit impôt recherche. Et ça change l'impact sur vos équipes. C'est un des éléments importants, c'est-à-dire qu'effectivement, eux-mêmes ont l'impression aussi de participer à l'effort de recherche et ils ont une satisfaction assez immédiate et un retour sur investissement assez immédiat sur, je dirais, leur implication sur l'innovation sociale au sein du groupe. Oui, parce qu'en fait, on a aussi donc tendance, en tant que toujours ingénieur, à mettre en avant nos innovations technologiques et techniques, parce que c'est souvent celles qui font rêver nos clients. C'est souvent celles qui répondent à une attente du secteur. On essaye toujours d'être leader sur une nouvelle technologie, etc., de décarbonation ou autre, peu importe. Et aujourd'hui, ça met en avant et en valeur des acteurs de l'innovation qui sont assimilés dans nos groupes à des services fonctionnels qu'on a tendance à un petit peu oublier, qui sont les achats, les RH, le juridique, etc., la RSE si je me mets dedans, et qui finalement a créé une émulation, et on peut le sentir, et il y a une vraie dynamique aujourd'hui de collaboration. On est alliés pour mettre en avant et sur le même piédestal l'innovation sociale que l'innovation technique et technologique. Voilà, et sur des sujets comme la santé, les accidents du travail, les problématiques comportementaux autour de ça, l'inclusion, la mixité, exactement. Voilà, la mixité et un des gros volets, c'est aussi la culturation et le renforcement de nos compétences en environnement. Et ça, le meilleur exemple qu'on a suite à l'année passée, c'est qu'on a créé un laboratoire d'expérimentation de la décarbonation de nos métiers pour accélérer la transformation des métiers du BTP face au changement climatique. Et typiquement, on l'a abordé il y a 2 ans de ça dans les prémices de la réflexion sous un angle purement technique. Or, aujourd'hui, transformer l'acte de construire pour décarboner, il passe par le changement des savoirs et des comportements. Et de là viendra le changement des savoir-faire. Mais encore une fois, on l'avait pris par la tech. Aujourd'hui, on le prend par l'humain. Merci. C'est vraiment, voilà, ça fait partie des retours d'expérience qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Alors, Riyad, je vais te laisser présenter mon ami Poto et je te poserai ensuite une question comme à chacun. Bonjour à tous déjà. Alors, je voulais juste revenir avant sur le financement de l'innovation sociale, parce que j'ai compris que le financement était un problème. Et j'ai entendu à droite, j'ai entendu à gauche, à gauche, encore à gauche, il y a des problèmes d'argent, on n'a pas assez d'argent, etc. Et je sais que les mots ont beaucoup d'importance, surtout pour les femmes. Donc moi, je suis un entrepreneur à la base. Alors, je ne suis pas un entrepreneur social, je suis un entrepreneur qui a une fibre sociale. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de problème avec le profit. Moi, j'ai aucun problème, je ne me sens pas obligé d'être non-profit. J'ai aucun problème avec le profit, ça dépend de ce qu'on en fait du profit. Si c'est pour innover encore plus, je trouve ça sympa. Si c'est pour protéger, je trouve ça aussi sympa. Donc ça dépend de ce qu'on en fait du profit. Donc je suis un entrepreneur tout court et c'est comme ça que j'ai fait Nickel. J'aurais pas pu faire Nickel si j'avais pas inclus le profit dans l'équation. Tout simplement parce qu'il m'a fallu 29 millions d'euros pour financer le premier compte Nickel, et que ces 29 millions d'euros, je suis sûr que je peux demander à droite ou à gauche, on va mettre du temps pour les avoir, ces 29 millions. Sur ce financement de l'innovation sociale, en France, ce que je m'aperçois, c'est qu'on manque carrément d'ambition. On manque d'ambition, on a des grandes idées, j'entends des grandes incantations, mais on n'a pas d'ambition. Et j'en parlais tout à l'heure avec mon confrère de DIF, Georges, là, les entreprises ne jouent pas le jeu. Elles ne jouent pas le jeu. Et c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi elles ne jouent pas le jeu. Parce que finalement, on a tous cette fibre un peu sociale. Et puis les entreprises, certainement encore plus. Là. Que ce soit honnête ou malhonnête, elles savent très bien que l'histoire les regarde, que l'histoire les jugera. Et que de toute façon, elles ne pourront pas se dérober devant leur propre histoire. Donc je ne sais pas si c'est honnête ou pas, mais peu importe. À la limite, l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est l'impact. Les entreprises ne jouent pas le jeu.
Et si elle joue pas le jeu, et à chaque fois, j'en ai marre qu'on appelle la population à la générosité, on les taxe de partout, en TVA, en machin, en tout ce que vous voulez, en essence, et c'est à eux à chaque fois qu'on redemande et à qui on met des clips culpabilisants pour leur dire, vous voyez, vous avez quand même de la chance, il y en a d'autres qui en ont moins que vous, donc donnez, quoi. En gros, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est pas normal et que les entreprises doivent jouer le jeu. Si maintenant je regarde la photo satellite et je me suis immergé dedans, je me suis dit pourquoi elle donne pas. Elle donne pas parce que, déjà, il n'y a pas de notion de profit, mais surtout qu'il n'y a pas de notion d'impact. Elles ont besoin de savoir l'impact, donc elles sont dans une forme de générosité à minima. C'est-à-dire qu'on donne, mais on n'est pas convaincu, on a perdu. Si je regarde la photo satellite du plus loin que je peux, et on partageait ça tout à l'heure avec Dift, si elles ne donnent pas, c'est tout simplement qu'elles ont perdu un peu la confiance dans le tissu associatif, elle le regarde toujours avec méfiance. Alors, il ne s'est pas aidé, hein, le tissu associatif. Alors, il ne s'est pas aidé, il y a eu beaucoup de scandales, il y en a encore, etc. Mais voilà, ils ont perdu la confiance. Et je me suis dit, comment on va faire pour retrouver la confiance? Comment je fais pour résoudre ce que j'ai entendu là? J'ai un manque de financement, et du côté entreprise, j'ai un manque de confiance, quoi. Je me suis dit, on va déjà faire une monnaie, parce que déjà avec une monnaie, tout le monde se comprend. Une fois qu'on parle d'argent, c'est vachement plus simple pour payer des salaires, c'est vachement plus simple pour payer des équipements. Donc on va faire une monnaie. Par contre, on va lui donner quelques particularités à cette monnaie. On va la rendre traçable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais un don, je veux savoir où il va ce don et qu'est-ce qu'il paye. Tout simplement, on va la rendre traçable. Alors, vous le faites avec vos colis Amazon, vous savez quand est-ce qu'ils sont partis, vous savez qu'ils sont en attente, s'il est passé, etc. On peut le faire pareil avec un don, et là, la technologie permet de le faire. Et donc, on a fait une monnaie qui est traçable. Et puis, cette monnaie, elle est publique. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il faut qu'on sorte un peu de ce réflexe judéo-chrétien où quand on donne, il ne faut pas le dire. Non, je trouve que c'est cool de donner. C'est bien d'encourager. C'est bien d'encourager toutes ces initiatives que j'entends partout. Elles sont toutes sous perfusion, elles mendient des subventions, etc. Non, c'est cool d'encourager. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rendre visible. Et donc la générosité, il faut que ça soit, c'est un peu comme un circuit sanguin, quoi. Il faut que ça circule. Les entreprises doivent jouer le jeu, l'État doit jouer le jeu, il doit vérifier, et je pense qu'on doit porter cette traçabilité, cette valorisation, tout simplement pour retrouver la confiance. Voilà. Merci. Donc mon ami Poto, tu as fait une présentation quand même, pas très très claire. Donc Alors c'est une monnaie qui est dédiée à. Oui. Évidemment. C'est super ce que tu as dit, hein. C'est du profond, mais concrètement. Alors concrètement, c'est une monnaie qui est dédiée complètement à la solidarité, que vous pouvez acheter sur mespotos.fr. Vous avez une marketplace d'associations qui ont toutes qui interviennent toutes sur des besoins essentiels. Qui vont aussi bien du logement, de la santé, de l'éducation, les animaux, l'écologie, l'environnement, tous les besoins essentiels, qui ont toute une posture de transparence à qui vous pouvez donner tout ou partie de vos poteaux. Et puis une fois que vous avez donné vos poteaux, un poteau égale 1 euro, vous allez pouvoir tracer le don et voir jusqu'où il a été et quel impact il a eu et quelles dépenses il a généré. Voilà, c'est ça mon ami Poto. Tout à fait, donc un nouveau projet qui suit le précédent qui était nickel, donc un compte bancaire accessible à tous et qui s'ouvre très facilement dans un bureau de tabac. Je définis de façon extrêmement rapide. Et donc, est-ce que tu peux nous partager aussi, donc, peut-être potentiellement des problématiques de financement, mais aussi tous les champs de recherche que tu as été obligé de, peut-être pas tous, mais nous donner quelques exemples de champs de recherche que tu as été obligé de mettre en œuvre au sein de ton entreprise, et donc de mobiliser des équipes et des ressources humaines et financières et face à des freins que tu as pu rencontrer dans le cadre de ces 2 entreprises à impact social fort? Les deux, l'impact social fort, moi, je n'ai pas réussi à le valoriser en termes d'aide. On a sur Nickel, le crédit d'impôt recherche, on n'en a pas eu. Et j'ai senti très rapidement que c'était très compliqué et qu'il fallait que... C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai réinclus le profit quand même dans l'équation, parce qu'il me fallait des fonds. Il me fallait des fonds et les crédits d'impôt recherche, oui, ils étaient toujours dépendants, ils sont liés quand même à des dépenses. Donc on vous diminue vos dépenses, mais on ne vous donne pas forcément non plus de l'argent pour les développer. Donc voilà, que ce soit et sur Poto, sur mon ami Poto,
Et sur Poto, là, je l'ai financé moi tout seul, naturellement, sur ce que j'avais perçu de nickel. Parce que tout simplement, je sais très bien que c'est peine perdue. J'essaie de voir quelques organismes publics, etc., mais on rentre jamais, enfin on est trop petit, trop grand, pas assez avancé, pas avec du chiffre d'affaires, avec ceci. Enfin, c'est beaucoup plus simple si vous acceptez de mettre du profit dans le business, vous trouverez plus facilement du financement. Oui, c'est sûr. Mais tu peux confirmer et tu peux témoigner du fait que pour créer ces entreprises à fort impact social, tu as quand même été confronté à des freins, à des verrous, je dirais, des problématiques, notamment avec Nickel, je pense que tu peux peut-être en parler encore plus évidemment, et tu as dû mettre beaucoup d'énergie pour les... Parce que l'innovation sociale, c'est pas de l'innovation financière, quoi. C'est pas comment gagner plus, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de retour sur investissement dans l'innovation sociale. C'est pour ça que les boîtes investissent pas assez. C'est parce qu'elles ont l'impression que c'est presque à peine à fond perdu. Donc l'innovation sociale, quand je disais, je vais m'adresser à ceux qui peuvent pas ouvrir de compte et je veux qu'ils en ouvrent un en 5 minutes. On me disait, ouais, mais est-ce que ça ramène de l'argent? Ça ramène combien un pauvre? On m'a dit clairement ça, quoi. Et je leur ai dit, à peu près 15 € par an, quoi. Voilà, c'est à peu près ça que ça ramène. Et donc, à partir de là, si tu en as un certain nombre, et malheureusement, il y en a de plus en plus, donc, il y a un moment où je vais retrouver ma rentabilité. Et donc, je ne regrette pas d'avoir mis ça dans l'équation, parce que ça m'a permis de sortir nickel. Je ne regrette pas, sinon ça aurait été juste des incantations ou un joli rêve, quoi. Non, mais il faut le dire, effectivement, l'innovation sociale. C'est-à-dire que Nickel a été une révolution pour beaucoup de monde qui n'avait pas accès aux flux bancaires. 5 millions de clients. Et effectivement, si on ne va pas chercher soit du profit, soit des financements autres, il y a quand même... Les gens ont peur de l'innovation sociale, elle sous-entend toujours qu'on va perdre de l'argent, en fait, que ça va être quelque chose de perdu. Donc il faut transformer ce message. Et moi j'en vois plein, des associations, les HOK là, et bien d'autres. Non, mais je vois qu'il y a vraiment il faut vraiment qu'on les valorise. Il faut qu'on les valorise, qu'on les modernise et qu'on leur montre leur côté nécessaire et leur côté pour le futur, enfin pour le moyen terme et pour le futur également, quoi. C'est juste indispensable parce qu'elles agissent au cœur même de notre humanité. Merci. Georges, je vais te laisser présenter DIFT. Merci. Je vais être assez bref pour nous laisser un max de temps d'échange. Pour ma part, donc Georges, je suis aussi entrepreneur et le point de départ de l'aventure entrepreneuriale DIFT, qui s'appelait avant Captain Co, si certains avaient entendu plutôt ce nom avant, c'est justement ce sujet du financement de l'innovation sociale et écologique, de se dire on n'est pas du tout aux bons ordres de grandeur, comment DIFT et la technologie peuvent aider à ce qu'on arrive à mieux financer. Parmi les postulats de départ, on se rendait compte que notamment dans le milieu associatif, les dirigeants associatifs passaient 30 à 50% de leur temps simplement pour lever des fonds, plutôt que de pouvoir se concentrer sur leur activité. Donc, je ne sais pas si imaginez simplement des dirigeants d'entreprise, dirigeants d'entreprise qui devraient simplement lever des fonds en permanence plutôt que s'occuper de leurs clients, de leur business, de leurs équipes. Et que deuxièmement, on s'est aussi rendu compte qu'en France, il y avait seulement une entreprise sur 10 qui faisait du mécénat. C'est assez fou de découvrir ce chiffre. Alors, bien sûr, la plupart des grandes entreprises en font, même si elles en font pas toujours autant que dans d'autres pays. Par exemple, c'est 3 fois moins relative. Les grandes entreprises donnent 3 fois moins de leur profit qu'au UK, par exemple, en France, pour les plus grandes entreprises. Et donc voilà, c'est ce point de départ du financement qui nous a amené à construire DIFT. DIFT, peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu des DIFT. Un DIFT, c'est un don plus un gift, c'est un don cadeau qu'une marque va offrir à ses clients ou ses collaborateurs en alternative à une récompense traditionnelle de type goodies ou point de fidélité, et que chaque client ou collaborateur va pouvoir distribuer à l'association de son choix. Et ensuite, chacun va pouvoir en recevoir des nouvelles. Ça, aujourd'hui, on l'a fait avec 300 marques. Depuis 3 ans, on a permis de financer plus de 200 associations et de financer plus de 15 millions d'euros issus des poches marketing communication. Donc nous, ça a été notre conviction de nous dire, on veut aller chercher, il y a de l'argent, c'est indubitable, tout le jeu est d'être suffisamment créatif et de jouer suffisamment le jeu du capitalisme pour permettre de débloquer des nouvelles poches de mécénat qui sont sur la table. Et donc, voilà, ça a été notre approche. Et donc, relativement à ces enjeux d'innovation sociale, nous, il y a 2 sujets finalement qui sont clés. Le premier, c'est qu'en fait, on a voulu aussi, du même coup, soutenir
on a voulu surtout, par le fait qu'on fournissait, si vous voulez, un service de marketing aux entreprises, où on leur permet de remercier, de récompenser, et du coup de garder un lien dans la durée avec leurs clients et leurs collaborateurs, plus par un code promo, mais plutôt par une récompense solidaire. On a voulu aussi donner des nouvelles à chacun. Aux entreprises, évidemment, parce que demander des gages, je voulais que l'argent soit bien distribué. Et puis aux donateurs, parce qu'on voulait que, de même que hier, vous posiez un goodie sur votre table, et puis, ou sur le placard, je ne sais pas, et puis après, vous repensiez à la marque. Aujourd'hui, on a envie qu'il y ait un fil rouge entre la marque et ses parties prenantes qui soit digne de confiance positive. Donc ça voulait dire, il nous va nous falloir des nouvelles des projets financés. Et donc, le sujet du suivi des projets, il est évidemment crucial par rapport à ça. Et donc, ça nous a engagés dès le départ à nous assurer que l'argent était bien dépensé et que dans ces associations-là, donc on a mis en place un certain nombre de choses. Par rapport à ça, je veux distinguer deux choses importantes, notamment par rapport au monde associatif et au suivi de l'impact de l'innovation sociale. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'une part souvent des enjeux de pure conformité, compliance, à savoir est-ce que l'asso est fiable, est-ce qu'elle a une bonne gouvernance, vraiment des enjeux de bonne gestion financière basique, mais qui se distinguent même assez fortement d'enjeux plus RSE. Est-ce que c'est cette association-là plutôt qu'une autre qui peut avoir l'impact maximal? Et en fait, c'est deux enjeux très différents et très complémentaires et très nécessaires tous les deux. Mais voilà, il nous a fallu mettre en place des méthodes différentes pour suivre les deux et selon des temporalités différentes. Et après, l'autre enjeu important sur lequel je voulais insister, c'est on parle d'innovation sociale. Dans l'innovation sociale, il y a le mot nouveau, en gros. Et donc, ça veut dire ne pas forcément soutenir que les mêmes projets qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Et donc, nous, ça a été notre approche chez DIF, ça a été de dire il y a une forte concentration des fonds vers des grandes associations en France. C'est très bien, c'est pas une mauvaise chose, simplement on a envie que ça n'empêche pas le développement d'une nouvelle vitalité associative. Si vous prenez les 50 plus grosses associations françaises, il n'y en a aucune qui a été créée depuis 10 ans. Et donc, c'est un peu pareil pour le CAC 40, mais bon, c'est un autre sujet. Mais on a envie qu'il y ait cette vitalité associative, ça veut dire être prêt à soutenir des nouvelles solutions qui s'attaquent à des nouveaux problèmes. Et donc, ça veut, par exemple, parler des nouveaux problèmes sociaux, il y a, si on prend les CSP+, ou même toutes les catégories, il y a des problèmes de burn-out qui ont explosé. Si on prend toute la société, il y a les enjeux des droits des femmes qui sont devenus beaucoup plus visibles et beaucoup plus urgents. L'inclusion dans les métiers numériques, la formation de ces métiers numériques à l'heure où le digital est partout, c'est aussi un nouveau sujet qui n'existait pas il y a 15 ans. Voilà. Donc tous ces sujets-là, ça veut dire il faut qu'on identifie des nouvelles structures qui les adressent, ces problèmes. Il faut qu'on sensibilise le public au fait que c'est des problèmes aussi importants, qu'on explique pourquoi c'est important, par les chiffres, par les notions, par tout ce qu'on peut. Et enfin, un truc qui est presque un gros mot, mais c'est le droit à l'erreur. Quand on innove, on peut se planter. En tant qu'entrepreneur, je me suis planté à peu près 14 000 fois depuis le début de cette boîte sur plein de sujets. Et on est assez à l'aise, on est de plus en plus à l'aise, on va dire, avec l'échec entrepreneurial. On voit que des entreprises se plantent, on dira, bon, au moins ils ont essayé. Il faudrait que ce soit aussi le cas, en fait, parfois au monde associatif. Et donc, ça fait partie d'une forme de philanthropie de confiance, de dire, on accepte que si on veut faire des paris innovants et qu'on soutienne des nouvelles structures, parfois ça va être plus long, parfois ça va être pas aussi facile, parfois on va pas se faire justifier avec du ROI tout de suite, mais voilà, ce droit à l'erreur il est crucial, en même temps aussi pour l'innovation sociale. Et en fait, par le fait qu'il y a un côté moral à soutenir des choses bien, tout se passe comme si on allait suspecter d'hypocrisie ceux qui ont essayé et qui ont raté, alors qu'au contraire, merci d'avoir essayé et c'est d'autant plus difficile de le faire. Voilà, donc je pense que c'est un enjeu important qu'on défend. Tu me donnes un peu l'opportunité de rebondir sur tes propos, puisque, et on en parle depuis tout à l'heure, la question du crédit d'impôt recherche, qui est un des modes de financement aujourd'hui, en tout cas dans l'environnement profitable, puisque le crédit d'impôt recherche part du principe que vous payez de l'impôt, ou du moins que vous y êtes soumis, donc on n'est pas sur les associations et les organisations non-profit, je sais pas, voilà, j'arrive à but non lucratif, merci. Donc, à partir du moment où vous êtes une entreprise, vous avez ce moyen de financement. Mais ce moyen de financement, et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est sur des deniers publics qui sont reversés dans l'économie réelle dans l'objectif de permettre la recherche. Et comme tu le disais, ce qui est récompensé par l'État, c'est chercher, c'est pas trouver. Et donc, quelque part, c'est le droit à l'erreur aussi que tu exprimais, en tout cas pour le monde lucratif, c'est que la possibilité d'aller chercher des deniers pour finalement lever des verrous. Alors, toute la particularité avec notre travail à nous sur les sciences humaines et sociales, c'est que les verrous scientifiques qu'on va essayer de craquer ne sont pas des verrous, je dirais, technologiques
ou de laboratoires pharmaceutiques ou autres, hein, qui aussi bénéficient bien entendu largement de ces aides gouvernementales, mais ce sont des verrous finalement humains, sociétaux, environnementaux, mais ça reste des verrous et des problématiques que chacun d'entre vous ici ont pu rencontrer, hein, des problématiques humaines qui peuvent être dans la formation, hein, sur de l'ingénierie pédagogique, par exemple, où on est sur les sciences humaines et sociales, et comment est-ce que face à telle catégorie de population, on peut faire différemment, ou ça peut être en matière environnementale, ou ça peut être en matière d'inclusion sur comment faire en sorte que les femmes soient plus attirées par le monde du bâtiment, par exemple, pour des sujets de nos intervenants ici. Donc ça, c'est important. Tu peux rebondir, Georges, c'est le but de l'échange. Carrément. Et en fait, nous, on s'est conçu vraiment comme un acteur technologique, parce qu'on construit une plateforme qui derrière est intégrée dans des parcours marketing, etc. Et en fait, donc on vient d'un univers où on a beaucoup d'entrepreneurs tech autour de nous. Et en fait, on s'est rendu compte, au bout de 2 ans d'exercice, que tous, ou presque, utilisaient effectivement ces dispositifs CIR, C2I. Mais nous, par le fait que notre matière était plutôt un sujet social, d'impact, on n'y avait même pas pensé. Et vraiment, on s'était dit, bah non, on n'est pas assez tech, on utilise des technologies qui existent depuis 5-10 ans, rien de brexo, je veux dire, on n'est pas sur la Gen AI et compagnie, on n'est pas sur des trucs de rupture, on utilise plutôt des technologies classiques, mais pour créer des usages sociétaux différents. Donc du coup, on s'était exclu de ces dispositifs de nous-mêmes. On nous a finalement conseillé au bout de 2 ans et demi de regarder quand même. Mais voilà, c'est vrai que voilà, c'est pas l'apanage, et ça reflète ce que tu disais, c'est pas l'apanage de purement de l'innovation tech, en effet. Et ça, on a compris, mais tardivement. Peut-être une chose, effectivement, nous aussi, on y a pensé que tardivement. Il y a une bonne nouvelle, cependant, pour ceux qui y pensent tardivement, c'est qu'ils peuvent remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Et ça, c'est important de le savoir, parce que pour nous, ça fait une très grande différence. Et quand on sait parfois qu'on a peut-être besoin du dernier kilomètre pour pouvoir passer à l'étape d'après, ça aide. Oui, je pense que ça a été effectivement game changer, comme on dit, pour vous, et tant mieux. Alors effectivement, ça reste un dispositif fiscal. Alors pour me présenter quand même, moi je suis au départ avocat fiscaliste, et donc on est rentré sur le monde de l'impact via finalement le contrôle fiscal. Quand on s'est rendu compte que l'administration fiscale en fait redressait systématiquement certains projets en disant mais vous n'avez absolument aucun sujet de recherche tech, et qu'en fait nous en tant qu'avocats fiscalistes on analysait les projets et on se rendait compte que les vrais sujets n'étaient pas tech, qu'il y avait de la recherche, mais c'était pas de la tech. Et en fait, aujourd'hui, les sciences humaines et sociales représentent moins de 2% du crédit d'impôt recherche. Et c'est fort de ce travail qu'on a créé ce cabinet vraiment exclusivement orienté sur le financement des projets de recherche en sciences humaines et sociales, avec une équipe scientifique qui travaille exclusivement là-dessus. Et donc, qui va chercher à comprendre quelles expérimentations sont mises en place dans l'entreprise et finalement, en quoi elles peuvent potentiellement être un sujet de recherche. Alors, elles ne le sont pas toujours, mais par contre, notre travail, ça va être d'essayer de faire en sorte que ça puisse le devenir, et donc de faire en sorte de créer ensuite, et ça, Laurence, j'aimerais bien aussi que tu partages là-dessus, créer des vraies cellules de recherche et d'innovation sociale dans l'entreprise. Effectivement, pour prendre la suite, donc à l'issue de cette année passée à réfléchir sous un autre angle nos projets d'innovation sociale, on a décidé de monter une sorte de pool autour de cette matière-là, et de se poser la question avec des échéances très précises dans l'année, systématiquement, pour sortir un petit peu de notre réflexe opérationnel classique. Et donc, on a l'intention de créer une cellule, finalement, autour de l'innovation sociale, qui va réunir de manière très transverse à la fois des services fonctionnels, mais aussi y adjoindre des opérationnels qui sont, eux, dans la prod, pour pas être complètement à côté du cœur de métier, mais pour vraiment être en inclusion et en mixité de profils, parce que c'est extrêmement important si on veut avoir un max d'impact, que tout le monde puisse en débattre, tout le monde puisse échanger, et qu'on construise des projets concrets qui ne resteront pas dans les bureaux ou dans les placards, mais qui finiront sur nos chantiers, parce qu'ils ont leur impact final, ça aura été de modifier nos savoir-faire. Donc on est vraiment dans une démarche de construction d'une cellule. On avait une cellule d'innovation technologique, avec un comité scientifique. L'objectif, et mon objectif, c'est d'avoir son pendant sur les sciences humaines et sociales, pour qu'on positionne encore une fois tout cela au même niveau, et qu'on puisse rendre compte à nos COMEX, etc., avoir
mesurer l'impact, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, leur démontrer et faire preuve de toutes nos recherches, de nos échecs. Je rebondis dessus parce que dans le monde de l'entreprise, le mot échec peut être vu comme un gros mot. Non, et Dieu sait qu'au quotidien on échoue, sauf contexte, on rebondit, on expérimente et derrière on réussit. Donc, et je pense que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'ingénierie scientifique que je vis au quotidien, cette approche novatrice nécessite d'avoir tout le monde autour de la table, nécessite de mobiliser les COMEX, les directions générales, etc. Et l'année que l'on vient de passer a été pour moi extrêmement riche parce qu'on a fait la preuve que ça pouvait fonctionner. Et aujourd'hui, il n'y a pas de barrière ou de verrou, pour reprendre les termes vis-à-vis de la DG, parce qu'il ne s'agit pas de faire des... Je voudrais aussi expliquer ça, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la dépense, enfin de la dépense on la fait déjà quand on manage, quand on encourage les équipes, quand on recrute, quand on travaille à transformer nos pratiques techniques pour aller vers des pratiques plus vertueuses en termes d'environnement ou autres. Ces dépenses, elles existent en fait. Elles existent, on ne les valorise pas et il ne s'agit pas de dire puisqu'on obtient du CIR pour du SHS, super, on va moins investir dans l'innovation. Non, c'est le contraire qui se passe. C'est que le budget dédié à l'innovation, il existe toujours. Cette dotation, elle permet finalement d'expérimenter beaucoup plus de projets, d'élargir le spectre et le droit d'échouer un peu plus pour, encore une fois, réussir avec beaucoup plus d'impact sur les projets qui marchent. Donc voilà, ça a été vraiment le résultat d'une année d'expérimentation avec Ether qui nous a amené à cette réflexion d'avoir une cellule dédiée. Merci beaucoup. Et c'est très important de préciser que ça donne aussi le droit à l'échec avec un moins d'impact vis-à-vis du COMEX. Ça, c'est vraiment important. Et donc, Elsa, justement, je sais que tu vas prendre la parole, mais je vais te la donner. Et je voudrais que tu nous parles aussi en termes de mesures d'impact de ton retour d'expérience, parce que j'imagine que vous, chez Ashoka, vous devez quand même mesurer énormément l'impact de vos investissements sur vos entrepreneurs sociaux. Donc, si tu pouvais aussi partager avec nous cette question, ce serait très intéressant. Eh bien, non. Je voudrais revenir sur plusieurs choses avant de répondre à cette question. La première, c'est que je trouve ça génial qu'on soit tous d'univers très différents, mobilisés à dire exactement la même chose. Donc c'est très encourageant pour la période politique qu'on est en train de vivre. Donc ça, je me félicite de ça et du nombre de personnes qui sont à ce sommet aussi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi j'ai une obsession. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le fait que tu viennes du métier d'avocat fiscaliste, c'est assez intéressant en fait. Mon obsession, c'est l'intérêt général. En fait, et la définition de l'intérêt général. Et ça vient corroborer ce que disait Georges tout à l'heure, de dire, voilà, on a envie de financer aussi, d'accompagner le déploiement d'innovations qui vont être plus contemporaines par rapport aux enjeux qu'on est en train de vivre. Et je trouve que c'est pertinent parce qu'en fait, cette notion d'intérêt général, elle est extrêmement plastique. L'intérêt général de 1945, c'est pas du tout celui de 2025 aujourd'hui. Néanmoins, et c'est là, en fait, que c'est assez consternant, même si je pense que vous allez rire, la seule définition probante de l'intérêt général que j'ai trouvée en France, c'est pas dans la Constitution, c'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 238 bis du Code des impôts. Alors, premier impact direct, ça fait rire. Impact indirect, c'est vachement moins drôle. Enfin, je sais, non, mais bien sûr, non, pas du tout. Parce que moi aussi, j'ai ri. Je trouvais ça... Ce serait risible si c'était pas tragique, en réalité. Donc ça veut dire que la manière qu'on a de qualifier l'intérêt général en France, c'est au prisme de la défiscalisation que ça autorise, un incentive financier. Tout ça parce qu'il n'y a pas de culture de l'intérêt général dès le plus jeune âge dans ce pays. Et heureusement que, comme tu le disais tout à l'heure, tu te sens, je suis d'abord entrepreneur, j'ai une fibre sociale et tous les entrepreneurs sont un peu comme ça. Riyad, je vais te décevoir. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, parce qu'on y vient progressivement. Parce que comme tu dis, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Et la troisième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que c'est pas vrai que les entreprises jouent pas le jeu. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu. Le sujet, c'est que c'est pas l'entreprise. En fait, c'est pas un magma comme ça. Ce sont des gens dans l'entreprise qu'on identifie et qui sont des vrais agents de transformation avec qui on peut vraiment avoir des partenariats qui sont extrêmement innovants. Nous, on a la chance de travailler avec EDF, on a la chance de travailler aussi avec L'Oréal, on a la chance de travailler avec Boehringer Ingelheim depuis près de 13 ans maintenant, qui a transformé 2500 collaborateurs en interne, parce que justement, les entrepreneurs sociaux soutenus par Ashoka sont venus raconter la belle histoire. Mais la première des étapes à faire, c'est de casser, pardonnez-moi, je vais être grossière, ces putains de représentations qu'on a les uns sur les autres. Alors, je le dis, Théo est là parce qu'il le vit tous les jours, lui, sur le public, les premiers concernés avec qui il travaille, mais la réalité, c'est que nous tous, autour de la table, on est pareil.
On est en train de se dire, bah voilà, les associations, il y a un délit de confiance, parce que franchement, c'est pas trop ce qu'ils font, mais il y a un vrai délit de confiance aussi de la part des associations, avec les entreprises aussi. On se demande bien parfois pourquoi elles viennent nous chercher en réalité. Donc le sujet fondamental, c'est pas l'innovation sociale, c'est encore un nouveau mot qu'on se raconte aujourd'hui. C'est l'intérêt général dans ce pays. C'est quoi aujourd'hui contribuer à l'intérêt général? Et donc ça veut dire qu'on n'est pas tous au même rang pour ça, et il n'y a pas de problème. Il y en a dont ça doit être 100% le job, d'autres dont ça doit être 5% le job. Mais il n'y a personne dans ce pays pour qui ça doit être 0% du job aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on mesure l'impact avec les entrepreneurs sociaux. Et moi, quand j'étais entrepreneur, ça m'est arrivé 2 fois. Donc j'ai beau être dans l'incantation parfois, j'ai aussi vécu ce que c'était que lever des fonds en étant une femme sur un sujet féminin il y a 15 ans. Donc je vous laisse imaginer ce que ça draguait comme manière de représenter aussi l'entrepreneuriat féminin. Donc il y a un énorme enjeu en fait à faire en sorte de casser justement ces représentations et faire en sorte qu'on mesure non pas par coût évité, et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais aussi Théo, gain produit, mais gain produit, parce que c'est pas tant, en fait ça va moins coûter à la sécu, c'est surtout qu'en fait on va remettre de la citoyenneté aussi à certains endroits dans ce pays, parce que collectivement on aura décidé d'appréhender ce sujet-là. Et je trouve ça génial aussi que vous ayez la chance aussi, Laurence, de pouvoir le vivre chez NGE et d'être aussi avant-gardiste sur un sujet qui, sur le papier, pardonnez-moi, et c'est sans aucune offense pour vous, n'est pas méga sexy en soi, en vrai. Et pourtant, c'est fondamental parce que c'est des gros émetteurs aussi de carbone par rapport à l'environnement. Donc bravo aussi d'avoir cette confiance de votre bord pour le faire. Donc vous voyez, on est tous d'environnements différents, on arrive à le faire. Et pour finir, l'impact chez nous, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, c'est pas très simple justement. La première étape, c'est il faut financer les mesures d'impact. Et on revient, et voilà, on est dans notre petit trou de hamster à se dire bah, comment je trouve des sous pour aller financer ma mesure d'impact, pour derrière être suffisamment probant pour pouvoir demander de nouveaux financements. Et c'est ça le problème du secteur dans lequel on est associatif, c'est qu'on commence à faire une mesure d'impact quand on n'a plus d'argent. Ça, c'est un vrai sujet. On doit faire une mesure d'impact tout de suite, embarquée, dès qu'on fait un projet. Et parce qu'en fait, les résultats qu'on observe avec 1 mois, une fois qu'on a lancé l'initiative, ce ne sont pas du tout les mêmes effets que ceux qu'on observe 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans après. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une vraie documentation de ces impacts-là. Par les sciences sociales, nous on le fait maintenant, on travaille avec des sociologues, où systématiquement on les embarque, on l'a fait pour mesurer l'impact. Qu'est-ce qui freinait les coopérations intergénérationnelles? Est-ce que c'était l'âge ou est-ce que c'était la CSP? Et nous avec nos billes, on s'est dit, oh ben, forcément c'est l'âge. Et ben pas du tout, c'est la CSP en fait. Donc on a aussi un sujet dans ce pays d'être en capacité de pouvoir accueillir l'autre, ce grand autre qui souvent vient nous gratter en fait à des endroits où on a vraiment besoin d'être gratté, mais c'est toujours désagréable au début. Et donc ensuite, grâce à l'accompagnement d'Ashoka, chaque année, on est capable, auprès des 84 entrepreneurs sociaux en France qu'on finance, de pouvoir leur faire bénéficier de manière gracieuse, parce qu'on a développé un partenariat avec Goodwill, une mesure d'impact justement qui va être basée majoritairement sur les coûts évités. Donc ça, c'est des choses qu'on met aussi en place, parce qu'en fait, je reviens aussi là-dessus et j'arrêterai après. L'ESS, c'est pareil, c'est un grand magma. Hein. L'ESS, c'est plein de familles. C'est les fondations, c'est également l'associatif, le milieu associatif qui lui-même est composé à 70% d'associations qui sont pour la culture ou pour le sport et pas forcément de l'entrepreneuriat social tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Donc il y a aussi un effort, je pense, de clarification de notre côté à faire sur qu'est-ce qu'on appelle entrepreneur social, qu'est-ce qu'on appelle tissu associatif, pour pas qu'il y ait d'amalgame comme ça et pour pas qu'on tire des balles et qu'ils soient aussi des balles perdues pour certains membres qui font un boulot absolument fantastique tous les jours. Quoi. Oui, oui. Alors, merci. D'autant que nous, on va utiliser la conformité fiscale pour documenter, en fait, comme on doit donner des dossiers techniques pour le crédit d'impôt recherche, en fait, ça documente en fait les travaux et donc ça permet de facto de travailler sur des mesures d'impact de façon annuelle. Donc ça, c'est aussi un des sujets en jeu. Ok. Un autre sujet par rapport au crédit d'impôt, c'est que c'est souvent très mal vécu dans la presse. Vous savez, chaque loi de finances, on remet en question le crédit d'impôt. Et ça, c'est un des sujets en tant qu'entrepreneur aussi qui me tient à cœur, c'est que je veux démontrer qu'on peut utiliser les finances publiques pour innover socialement, avoir de l'impact et pas seulement finalement pour avoir le sentiment d'enrichir les plus grosses sociétés, même si c'est pas la vérité, hein, parce qu'on a besoin de faire monter notre société de la connaissance de façon générale. Et donc, c'est vraiment un outil assez incroyable dont on dispose en France. Il faut quand même pas oublier qu'on est les pionniers en France sur le crédit d'impôt recherche et sur la R&D en général. On était numéro 1 pendant très 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 longtemps. Donc ça, c'est quand même une petite fierté nationale qu'on ne revendique pas suffisamment. Alors, comme on va bientôt terminer, je voudrais quand même donner la parole, évidemment, à vous, le public, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Oui. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Juan González.
aujourd'hui, je fais une thèse sur la finance impact. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des fonds impact, de financement des entrepreneurs sociaux. Mais à mon avis, en fait, il y a deux freins. Il y a le frein, la peur de l'entrepreneur social qui ne comprend pas très bien cette dynamique de la finance impact, le cycle d'évolution. Du coup, c'est très rapidement un conseil que vous pourrez donner à un entrepreneur social pour surmonter cette peur de chercher, d'avoir des investisseurs. Et deuxièmement, une fois une entreprise sociale collecte de l'argent auprès des investisseurs, il y a aussi la peur de comment on arrive à balancer la mission et cette dimension commerciale. Et du coup aussi, concrètement, comment vous arrivez à balancer ça et si c'est possible ou si finalement non, pas du tout et finalement on décide de se concentrer beaucoup plus sur la finance que sur l'impact. Vas-y. Voilà, c'est Théo, je pense. Alors nous, effectivement, je pense que j'émarge cette question puisqu'on a levé 10 millions d'euros auprès de fonds impact en tout. Ça veut dire qu'on en a dépensé beaucoup. Il faut toujours souligner parce qu'on idolâtre les personnes qui lèvent beaucoup d'argent, mais en fait, ça veut dire qu'on n'est pas rentable et que ça marche pas encore autant que ce qu'on voudrait. Voilà, et qu'on est ambitieux. Merci Elsa d'être positive dans cette formulation. Je pense que le principal problème de non-recours aux fonds à impact, il vient pas des entrepreneurs, de mon point de vue. Et je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'il y a, s'il devait venir des entrepreneurs, alors s'il y a quelques années, quand on avait encore du mal à parler de profit, de génération et de création de valeur dans le monde de l'impact. Aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat à impact, ça s'est développé. Il est beaucoup plus admis de la nécessité et de la pertinence de créer et d'avoir une solution qui crée des revenus pour pouvoir financer son propre impact, ses investissements, être plus indépendant et donc avoir un modèle économique avec du profit, comme Riyad, tu le soulignais. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, elle vient encore des fonds à impact qui doivent en réalité être en mesure de comprendre des modèles économiques qui sont parfois plus originaux et qui mettent plus de temps nécessairement à atteindre les résultats économiques souhaités. Et la patience, ça va pas très bien avec le monde du financement. Or, il faut de la patience dans le monde de l'impact, qu'on soit hyper rapide ou non. Nous, on a essayé d'être hyper rapide, les plus rapides possible. Ça met toujours plus de temps que prévu. On a dû refaire des levées de fonds qui n'étaient pas prévues. Heureusement, on a été bien appuyé, bien soutenu. On a eu de la chance aussi, ce qui nous a permis de pas, de poursuivre la mission à un moment donné où ça aurait pu être critique pour nous. Cette chance, tout le monde ne l'a pas nécessairement. Et ce qui pourra faire le lien demain, c'est le courage aussi des fonds à impact, dans la capacité à entrevoir et à accueillir des modèles économiques plus complexes, desquels on a besoin pour pouvoir faire de véritables innovations sociales. Merci Théo. Je vais devoir mettre fin à la conférence puisqu'on me demande de passer au suivant. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je remercie évidemment notre panel pour la qualité de vos interventions.